La boule de neige. Entretien entre un père et son fils. Début des entretiens le 26 avril 2016. Fin des entretiens le 28 août 2022. Bon, ça y est, c'est parti. Alors, qu'est-ce que tu voulais savoir, mon fils? Alors, je voulais savoir où tu es né, papa. Je suis né exactement au Douar Aït Chaou, à Ras Bouddha, dans la tribu d'Aït Sadden, dans la région de Fès, au Maroc, il y a très longtemps. On est en 2016. J'ai 77 ans. Je crois que c'est en 1939 d'après ce qu'on sait. Comme j'ai pas la date exacte, on n'avait pas d'état civil à cette époque-là. Quand je posais la question à ma mère, elle me disait que j'étais né en hiver, lors du mariage de mon oncle Mohamed. Quelle année? Elle ne le savait pas. Est-ce que c'était en 40? Est-ce que c'était en 39? Est-ce que c'était en 36? En fait, toujours est-il que ça reste un point d'interrogation. La seule chose que je sais, c'est que c'était l'hiver où mon oncle s'est marié, comme le disait ma mère. Mais la date exacte, mystère. À ma naissance, j'ai dû naître avec le pouce déformé. J'ai plus d'ongles au pouce de la main gauche. J'ai posé la question à ma mère un jour, juste avant qu'elle parte, la pauvre. Ma mère avait 103 ans quand elle nous a quittés. Donne-moi des précisions sur ce pouce. L'ongle, il pousse toujours pareil. Il n'est pas comme les autres. Est-ce que j'ai eu un accident? Je sais pas, mon fils. Je m'en souviens plus. À mon avis, j'ai dû naître comme ça, avec ce pouce-là. J'avais un petit point noir sur la peau aussi. Ça aussi, j'ai demandé à ma mère. Je peux le gratter, il repousse tout le temps. Tu peux me dire pourquoi je suis né comme ça, avec ce grain de beauté? Elle me disait, me souviens plus, mon fils. Alors tu vois, ça reste des interrogations pour moi tout ça. Donc j'ai grandi à peu près... j'étais presque à l'abandon, si tu veux. On n'avait rien à cette époque. Mon père a claqué la porte en nous abandonnant. Il est parti à Fès refaire sa vie. C'est comme ça qu'il s'est engagé comme morazin. Ça veut dire un agent auxiliaire, dans un bureau chargé de l'état civil. Non, pas de l'état civil, des affaires indigènes. Parce qu'à l'époque du protectorat, à la campagne, on nous appelait les indigènes. Mon père est parti, je devais avoir 6 ou 7 ans. Il manquait. Il venait une fois par mois, toujours par le même trajet jusqu'au chemin des Oliviers. De Fès, au Douar Aït Chaou, il venait à cheval. Il avait un énorme cheval gris tacheté de blanc. Il était formidable, ce cheval. Et nous, les enfants, mon frère et mes sœurs, on guettait l'horizon. Chaque fin de mois, on se demandait quand est-ce qu'il va arriver. Et quand le cheval, vraiment c'était un cheval formidable, quand il s'approchait de la maison, il hennissait de toutes ses forces parce qu'il était content de revenir au Douar, au village. Nous aussi, on était comme lui, heureux de revoir notre père. Et nous, on courait peut-être aux 800 mètres. On allait au-devant du père, ton grand-père, Lassen. Là, il descendait de son cheval et nous faisait monter tous les 4 dessus. Lui tenait la bride, il marchait devant, et le cheval suivait jusqu'à la maison. C'était la fête. Quand il venait, il s'arrangeait toujours pour apporter des bonbons. Il est revenu vivre au village 3 ans plus tard. J'avais 10 ans. À cette période, comme mon père n'était pas là, j'ai grandi sous la protection de mon grand-père Boily et d'un oncle. Mais cet oncle était méchant. Il était tellement méchant que pour un rien, il tapait. Même moi, il me tapait. J'ai toujours des traces de fouet. Il était si méchant qu'il enlevait la peau du fouet, il la faisait brûler et sécher un peu au soleil de façon à ce qu'elle durcisse. Et c'est avec ça qu'il nous frappait. Mais je te jure, des fois, j'avais les jambes en sang. Mais pour revenir à ma mère, je l'ai vue sous mes yeux. Elle était enceinte. La pauvre. Et l'oncle a provoqué une fausse couche.
tellement il tapait, n'importe comment, jusqu'à ce qu'elle tombe. Elle est tombée, la pauvre, pas en syncope, hein, comment on appelle ça, tu sais, déjà, en transe. Comme quelqu'un qui rentre en transe à force de se faire taper. Tu voyais la bave qui sortait de la bouche. Nous, on pleurait, lui, il continuait à la taper. Elle faisait tout, la pauvre. Elle allait chercher du bois à 8 kilomètres sur son dos. Lui, il s'en foutait. J'ai même vu une autre scène qui était terrible. C'était un jour, un lundi. Les gens venaient au souk de Rastebouda. Il y avait des gens qui venaient de très loin, de 15 kilomètres, même plus, d'une autre tribu. Ils venaient faire leur marché. C'était en été, mais je ne me rappelle plus de la date. La fin de l'été, il faisait tellement chaud. Les pauvres, ils étaient 3 bonhommes. Ils ont fait leurs courses, puis ils rentraient chez eux. À l'époque, malheur à celui qui traverse le douar. Les étrangers, ils n'ont pas le droit de traverser. Et eux, ils se sont aventurés ce jour-là pour prendre de l'eau. Ils avaient du chemin à faire. Ils savaient qu'il y avait un puits. Ils se sont arrêtés et c'était l'heure où les tantes et la grand-mère Menna donnaient à boire aux bêtes. Elles puisaient l'eau et la versaient dans l'abreuvoir. Au moment où les 3 hommes sont arrivés pour demander un peu d'eau seulement, comme il ne fallait pas regarder et déranger les femmes qui puisaient l'eau, la grand-mère est rentrée en appelant l'oncle. Elle a dit « Il y a des hommes qui nous agacent au puits ». Il est sorti comme un fou avec une énorme matraque à la main. Et puis il a commencé à régler le compte à ces 3-là. Il y en a 2 qui ont réussi à se sauver, mais en abandonnant leur mulet, ils ont tout abandonné. Mais le dernier, le pauvre, l'oncle l'a laissé sur le carreau. Il est mort. Oui, il est mort, ouais. L'affaire a été étouffée par le grand-père Boily, le patriarche. Le patriarche avait du poids, c'était un contrôleur civil des affaires indigènes. Et il connaissait très bien le caïd. Les 2 ont étouffé l'affaire. Et cet homme est mort pour une goutte d'eau. Tu vois comment il était méchant cet oncle. Bon, c'est du passé. Je n'en veux pas du mal qu'il nous a fait. Il y avait aussi un autre oncle, El Khazi. Je l'aimais beaucoup. Lui, El Khazi, était très cultivé. Il avait des dons pour la science, il était guérisseur. Il était réputé dans toute la région. Il arrivait même à guérir les gens de la cataracte pour leur éviter de devenir aveugles. Il allongeait la personne sur un lit, il taillait dans du roseau un genre de couteau très fin qui coupait comme un rasoir, puis sans trembler, il enlevait un bout de la peau dans l'œil. Tu lui donnais ce que tu voulais et tu repartais guéri. Il était formidable cet homme. Un jour, une tante, Khadija, a été frappée par les genoux, des esprits chez nous. Un soir, elle est tombée raide comme une planche. Elle est restée des mois comme ça. Les gens ont essayé plusieurs méthodes, mais rien ne changeait. Elle était comme morte. Et l'oncle El Khazi s'en est occupé. Il l'a mis dans une chambre, dans une maison, et il a fermé la porte. Pendant 1 semaine, ils sont restés tous les 2 dans cette chambre. Et un matin, la porte s'est ouverte et Radisha, la tante, est sortie guérie. Il avait chassé le démon qui était en elle. Il était incroyable. Et les années passaient. On vivait comme on voulait parce qu'il y avait tellement d'abandon. On était au compte-gouttes, si tu veux. Ma mère, fallait qu'elle se débrouille. Et même moi qui te parle, il m'est arrivé quand c'était la période des raisins, par exemple, pour manger, de les voler. Et comment je faisais ? On s'habillait à l'époque, pas comme en ce moment, à l'européenne. Non, on avait ce qu'on appelle une sorte de gandoura, une tunique. On tressait nous-mêmes une ceinture, je la faisais avec du palmier nain, des espèces de palmes à 3 branches. Je prenais le tour de ma taille et c'était fait. Je ligotais ça et quand c'était la période du raisin, j'allais dans le verger. Je cueillais 2 grappes de raisin, des belles. Et avec la ceinture, la fameuse ceinture, je la passais autour de mon cou et j'attachais au bout de cette ceinture chaque grappe. Elles étaient cachées en dessous de ma tunique. Le problème, c'est que quand j'arrivais à la maison, le patriarche Boily était tout le temps à l'entrée principale au gros portail. Un de ses fils lui avait fabriqué une espèce de banc en dur pour lui. Le grand-père s'asseyait et juste en face de lui, il y avait un potager. Il voyait le puits et tout le monde.
Comment je pouvais faire pour rentrer? C'était toute une galère. J'avais pas le droit de prendre du raisin. Et si je courais, le raisin allait tomber. Mon grand-père Boily avait une espèce de canne. Et quand il t'attrapait, c'était des coups de canne que tu recevais. Donc, je rasais les murs, si tu veux. Puis un jour, j'avais mes grappes de raisin sous ma tunique. Je voulais pas m'arrêter. Et il a vu que c'était louche. D'habitude, quand il t'appelle, il faut que tu viennes. Il faut lui embrasser la main. Mais ce jour-là, comme j'avais le raisin, j'avais peur. Alors j'ai continué mon pas, mais il ne pouvait pas m'attraper à cause de sa jambe. Quand tu as faim, tu as de l'imagination. Et puis mon père est revenu vivre au village. Je me souviens de son retour parce que c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale. Oui, parce que nous, les enfants, on faisait la guerre. Oui, tous les enfants. On faisait la guerre parce qu'on entendait les adultes. Ils parlaient de Rossia, la Russie. Mais Rossia, dans la langue, ça veut dire la tête. Alors on se disait, ils doivent faire la guerre avec la tête. Et je te jure, on faisait la guerre avec la tête, comme les béliers. On se prend de l'élan et boum, tu tombes. On pensait que c'était ça la guerre. J'étais à cette époque dans une école coranique. Oh oui, j'étais gamin, j'étais jeune, papa. L'école coranique, c'était comment l'école coranique? Ah, l'école coranique. On y était tous les cousins, tout le monde. On était peut-être une trentaine d'élèves. C'était obligatoire, papa? Oui, bien sûr. Comme à l'époque, on avait un petit moment de libre, on jouait au foot. Et la balle, on la faisait nous-mêmes. On prenait des chiffons et on tressait ça avec du doum, tu sais, la même chose que pour fabriquer la fameuse ceinture. Tellement dur avec les chiffons, et quand le ballon était mouillé, je te dis pas encore, on n'avait pas de chaussures, pieds nus. C'est pour ça que j'ai plus d'ongles aux pieds. Un jour, j'étais à l'école coranique, le doigt de mon pied droit s'est infecté. J'ai perdu l'ongle. Et à l'école coranique, tu sais, on se met en tailleur. On met une planche entre nos jambes et on commence à lire jusqu'à ce qu'on apprenne par cœur. Et tout en lisant, j'ai vu quelque chose bouger dans mon doigt de pied. Ça bougeait, ça bougeait. Et j'ai hurlé, mais c'est des vers! C'était des vers qu'il y avait dans mon doigt de pied. J'ai pris l'ardoise, la planche, et je l'ai balancée de toutes mes forces et j'ai couru voir la maman. Moi, j'avais oublié que j'avais lancé cette ardoise à cette époque-là. Et celui qui m'a rafraîchi la mémoire, c'est Ahmed, mon beau-frère. En parlant ensemble, un jour, il m'a dit « Regarde la cicatrice que j'ai sur le front. C'est toi qui m'as fait ça quand tu m'as balancé l'ardoise à cause de tes vers dans le pied. » J'ai été voir la maman. Et tu sais ce qu'elle a fait? Elle a pris du pétrole brut et elle me l'a versé sur le pied. C'était encore pire. Ça a tué les vers, mais qu'est-ce que j'ai dégusté. Et puis en 1948, c'est là que je suis allé au collège d'Azrou. Il n'y avait que les enfants berbères de familles de notables, de caïds, de chers, de pachas admis dans ce collège. Mais un pauvre roulette bladi, un enfant du pays, n'avait pas le droit de rentrer. Le collège s'appelait collège berbère en plus. Il n'y avait que les berbères, pas d'arabes. La France avait voulu frapper fort à cette époque-là, parce qu'elle pensait rester longtemps au Maroc, comme en Algérie. En créant ce collège berbère, ils voulaient faire une sélection dans l'enseignement. Les cerveaux étaient dans les grandes villes et les habitants des villes voulaient l'indépendance. Et les Français voulaient donc berbériser les campagnes pour contrôler le pays. Mais ils se sont trompés. Ils voulaient des écoles et des collèges berbères parce que le rapport entre les colons et les berbères se passait bien. Alors qu'entre les colons et les Arabes des villes, les conflits étaient permanents. Mon grand-père, Wali, est décédé cette année-là. J'étais au collège, je m'en souviens. Ce passé est important. Mon père me racontait qu'en 1925, il y a eu la guerre du Rif avec Abdelkrim, El-Khattabi. C'était un grand guerrier qui s'est battu contre l'Espagne et la France, qui étaient des puissances coloniales. Il y avait le maréchal Lyautey, à l'époque, qui imposait avec l'armée française une guerre terrible. Ils avaient en face d'eux des hommes à cheval, et eux avaient des blindés et des armes chimiques. Les hommes du Rif peuvent aller aussi vite que le vent, décapiter un homme et, sans s'arrêter, ils peuvent embrocher sa tête au bout de leur sabre, telle une olive sur un petit cure-dent. Ils ne vivent que pour avoir l'honneur de mourir au combat. Abdelkrim, leur chef, est très intelligent et fourbe. Il a réuni les tribus berbères en une unité de combat plus performante que tout ce que vous avez pu voir dans votre vie.
Il y a eu beaucoup de morts. Ton arrière-grand-père Boily a combattu l'armée française avec sa tribu. C'est là qu'il a été touché par un éclat d'obus à la jambe gauche. Il n'a jamais voulu le retirer. Il a toujours boité après. Voilà. Mon histoire n'est pas finie. Elle est loin encore d'être finie. Puis au collège, la boule de neige est arrivée. J'ai passé mon certificat d'études avec mention bien. Mais le problème, c'est toujours la stupidité. J'étais intrépide. J'amusais tout le monde, je faisais n'importe quoi. Et jusqu'au jour, tu vois, à Azrou, il neige. Des fois, il y a 2 mètres de neige. Et ce jour-là, donc, on attendait avec impatience les premiers flocons de neige. J'embarque tout le monde à faire des boules de neige. On s'en donne à cœur joie. Et comme ça ne suffisait pas, moi, j'ai mis du gravier dans une boule de neige. Et j'ai balancé ça en direction des professeurs. Ils étaient là, c'était la récréation, ils fumaient leurs cigarettes. Et celui qui s'est ramassé la boule de neige, c'était le surveillant général, en plein nez. Il m'avait vu. Quand il a sifflé la rentrée des classes, il est venu me chercher et il m'a dit « Toi, tu restes là ». Il m'a pris dans un coin et vas-y à coups de pied dans le ventre, partout. Je me suis mis en boule, il tapait et quand il en a eu assez, il m'a laissé sur le carreau et il s'est tiré. Quand je me suis réveillé, je suis retourné en classe, l'instituteur m'a dit « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ?» J'étais en sang et j'ai répondu « Regardez ce qui m'est arrivé ». Il m'a dit « Allez, va à l'infirmerie te faire soigner puis reviens ». Personne ne m'a aidé. À cette époque, tu peux taper, tout le monde s'en fout. Remarque, je l'ai mérité, hein. Et cette boule de neige, elle m'a poursuivi longtemps. Quand j'ai eu mon certificat d'études, il fallait passer son entrée en classe supérieure pour attaquer le secondaire. À l'époque, ça se faisait comme ça. Et rebelote. J'ai répondu d'une façon impeccable. Les problèmes, la rédaction, la science, histoire-géographie. Bien, très bien même. Arrivé là, c'était le collège, la fameuse boule de neige. Il me manquait 1,5 point pour passer. Tout ça parce qu'il y avait la boule de neige, c'est sûr. Il n'y aurait pas eu cette boule, je passais à l'aise. Et un autre jour, c'est un dimanche. On était sortis, comme chaque dimanche, faire une promenade juste en face du collège. Il y avait un surveillant que je détestais. Il était du GIRS. Il roulait les airs. Je me souviendrai toute ma vie de mon numéro d'interne. J'avais le numéro 34. Je sortais jamais le vendredi pour aller au village acheter des bricoles. J'étais toujours puni. Mon cahier était rempli de punitions. 1 heure de colle, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures de colle. Et à chaque fois, ce surveillant me disait en roulant les airs « Là aussi, la Seine, le numéro 34, puni, 2 heures de colle. » C'est comme ça qu'il parlait. Je me disais, un de ces 4 matins, je vais me venger à ma manière. Et arrive ce fameux dimanche où j'étais en hauteur sur la montagne. J'ai repéré le surveillant dans le groupe, j'ai pris un bout d'ardoise très fin et j'ai visé. Et je l'ai balancé. J'ai balancé le morceau d'ardoise. Je me suis caché derrière des buissons. Le surveillant s'est ramassé la pierre tranchante et ça lui a coupé le front. Le sang s'est mis à couler. Personne ne m'avait vu. Tout le monde est rentré au collège. On nous a tous réunis par classe et le directeur et le surveillant général ont demandé qui avait fait ça. Personne n'a répondu. Il n'y avait qu'une personne qui m'avait vu. C'était mon cousin Marzoug. On était dans la même classe tous les deux. À cette époque, j'avais des espèces de boutons sur le crâne. On appelait ça la teigne. On était peut-être une 15aine à avoir la teigne. Et pour soigner ça, l'infirmier m'avait nommé responsable. Qu'est-ce que je devais faire? C'était de l'huile de moteur brûlée. L'huile de vidange que je devais badigeonner avec un pinceau sur les crânes des élèves. Et ça, je me régalais. Quand j'aimais pas beaucoup quelqu'un, ou que je voulais m'amuser, j'abusais du pinceau. Je lui mettais de l'huile jusqu'à ce que ça dégouline sur son visage. Le lendemain, après l'histoire du surveillant, le matin, avant d'aller en classe, direction l'infirmerie. Je commence à badigeonner les élèves et arrive le tour de Marzoug, mon cousin. J'aimais bien lui dessiner un peu sur la tête, mettre beaucoup d'huile de vidange. Et il me dit « Stop, hein. Je veux pas que tu m'en mettes beaucoup, juste choya. » Je lui demande pourquoi. « Parce que je t'ai vu. La Pierre, le surveillant blessé, c'était toi. Tu pensais que personne ne t'avait vu, mais moi, si.
Il m'a eu au chantage. Et finalement, je lui faisais juste un peu d'huile de vidange sur le crâne. Il m'appelait Khali, tonton. Et chaque fois qu'il me voyait, il me disait « Khali, tu te rappelles du fameux bout d'ardoise et de l'huile de vidange ?» Il est mort depuis, le pauvre. Puis je me rappelle. Ça fait partie de mon histoire. J'ai pensé tout à l'heure, là. Je t'ai pas parlé de l'histoire du ski sur neige. Oui, c'était à la même époque. J'étais encore interne au collège. Le prof de sport, monsieur Lombard, cherchait des volontaires pour apprendre à skier. Impossible de trouver. On avait peur de la neige, peur de tomber. Bon, il a fini par trouver 4 élèves, dont je faisais partie. Il nous a appris tous les dimanches à faire du ski. On était bien équipés. Pour la première fois, j'ai pris le tire-fesse. On est monté en haut. Monsieur Lombard s'est mis en chasse-neige. On a suivi, on est remonté et on a recommencé. À un moment donné, on avait faim. Il n'avait pas prévu de goûter. Il nous a amenés dans un restaurant pour nous payer le casse-croûte. Lui, il a commandé un sandwich au saucisson. Et bien sûr, pour nous, pas de cochon. On a pris des casse-croûtes au fromage. Et ça m'a frappé. Le fromage, c'était du gruyère. C'est la première fois que je mangeais ce fromage. J'ai trouvé ça formidable. Pourquoi on n'avait pas le droit au gruyère au collège? Parce que pour nous, c'était tout le temps la vache qui rit, la vache qui rit. On en avait marre de cette vache. Monsieur Lombard nous a expliqué qu'il ne pouvait pas au collège nous donner du gruyère parce que ça coûtait le double puisqu'il venait de France. Moi, j'étais déçu. On m'a orienté après dans une école militaire pour être officier, à 60 km, à Meknes. Moi, j'avais choisi l'agriculture comme par hasard. Et à la fin, j'ai abandonné l'école. J'ai dit à mon père que si c'était pour apprendre un métier agricole, j'étais bien placé, on avait de la terre. Je pouvais travailler à la ferme. C'était encore 100 fois mieux. J'avais fait 1 an d'agriculture dans cette école. Je connaissais les engrais, le matériel, je conduisais et parlais le français couramment. Donc le temps a passé et j'ai continué à travailler à la ferme. En 1956 est arrivée l'indépendance. Bon, ça a commencé à bouger en 1954. Le Maroc, à cette époque-là, il y avait le roi Mohamed V qui avait été exilé. Les Français l'ont amené en Corse une première fois. Puis le roi a été exilé une seconde fois à Madagascar. Les Français ont installé un autre roi à sa place, l'oncle de Mohamed V, qui s'appelait Ben Arafa. Un vieux monsieur tout déglingué, tout cuit. Il n'avait jamais voulu être roi. Ils l'ont posé sur le trône de force. C'est vieux tout ça, Mais je me rappelle de tout ça comme si c'était hier, malgré les années. En 1955, après, ça chauffait au Maroc. C'était pas beau à voir ce qui se passait. Il fallait mettre fin à ça. C'est là qu'à Aix-les-Bains, il y a eu les accords pour la fin du protectorat. Le roi est revenu de Madagascar. Le Maroc est devenu indépendant. Une année avant l'indépendance, en 1955, oui, c'était en 1955, on avait une petite piole à Itzadden qu'on partageait avec tes cousins. Vers 5 heures du matin, nous avons été réveillés par des chiens qui aboyaient. On est sortis dehors pour voir ce qui se passait. On s'est retrouvés devant des gendarmes mobiles. Ils nous ont interrogés pour savoir si nous avions entendu quelque chose. Bref, ils n'ont jamais voulu nous dire ce qui s'était passé. On l'a su après. Donc ce jour-là, il avait beaucoup plu. Il y avait beaucoup de boue. Mon frère Omar était parti en Buick avec l'oncle Carda à Fès. Quand ils sont revenus vers 1 heure du matin, ils ont essayé de monter la piste jusqu'à la ferme. Il y avait tellement de boue qu'ils se sont enlisés. Ils ont fait marche arrière et sont allés à la station-service où il y avait une cantine qui était tenue par Madame Cazola, une pied noire, une vieille dame très gentille qui vivait seule avec son neveu René. Son mari était mort depuis longtemps. Elle nous donnait des bonbons quand on venait la voir. Elle servait du café, des cigarettes, du thé. Il y avait tout dans sa boutique. C'était comme une épicerie buvette. Cette nuit-là, la vieille dame dormait, sans se douter qu'il y avait 4 Marocains qui étaient cachés près de la cantine. Et pendant la nuit, ces 4 hommes ont assassiné froidement Madame Cazola à coups de hache. C'est ignoble ce qu'ils ont fait. Ils ont fracassé la porte, ils sont rentrés. Il n'y avait que la vieille dame et son neveu René. Ils les ont tués tous les deux. Les assassins se sont enfuis. Ils ont pris le maquis dans un endroit en pleine forêt, où les maquisards se réfugiaient.
On n'a plus entendu parler d'eux. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? J'en sais rien. Ils doivent rendre des comptes à présent au bon Dieu. Tu sais, il y avait une chose incroyable à cette époque aussi. Je pensais à ça l'autre fois en voyant à la télé les incendies au Maroc à cause du réchauffement climatique, comme ils disent. Il y avait d'autres sortes d'incendies à ce moment-là. Les terres des colons brûlaient. C'étaient les Marocains qui étaient employés dans les fermes des Français. Ils avaient une technique cruelle. Ils attrapaient des gros rats et la nuit, ils leur attachaient à la queue un morceau de tissu imbibé de pétrole. Et ils y mettaient le feu et ils les lâchaient dans les champs. Les rats étaient paniqués, ils couraient comme des fous dans les champs qui brûlaient comme un rien. Ni vu ni connu. C'était cruel, non? C'était un peu mélangé tout ce que je te dis, non? En 1957, j'avais pas le moral. C'était l'été, les grandes vacances. Comme j'avais des copains qui étaient encore étudiants, je suis allé les voir à 5 km du Douar. Je voulais me changer les idées. Je suis resté 6 jours avec 2 copains. Et puis au bout de 2-3 jours, comme ils avaient la TSF, une radio qui marchait avec des batteries car il n'y avait pas d'électricité. Mon copain a allumé les informations et d'un seul coup, le flash. La gendarmerie invitait donc les jeunes à passer un concours pour recruter des gendarmes. Il fallait envoyer un pli recommandé au bureau du personnel pour être candidat. Avec mes amis Ben Aïssa et Mohamed, ensemble, on a rédigé la lettre nous-mêmes. Je suis revenu au village, il y avait une petite poste à côté et je l'ai donnée directement au facteur que je connaissais. Une semaine après, j'ai reçu une convocation pour aller à Fès, tel jour, telle date pour passer le concours. Ils ont réuni ce jour-là tous les élèves du Maroc. Marrakech, Casablanca, partout. On devait être plus de 800. Et j'ai passé le concours à l'aise. J'ai dû finir dans les 20 premiers. Le soir même, ils nous donnaient les résultats. Ils nous ont appelés par nos noms jusqu'au dernier. Moi, j'étais dans les premiers. Là, je m'en souviendrai toute ma vie. En même temps qu'ils nous appelaient, ils nous donnaient le numéro de matricule qu'on garderait toute notre carrière. Moi, c'était le 808. Le dernier mois de stage, ils ont fait une fête. Le commandant Bouard, ça je l'oublierai jamais, le nom du directeur de l'école de gendarmerie. Il a réuni les élèves, les instructeurs et leurs femmes, plus de 600 personnes. C'était grandiose, pastilla, méchoui. En même temps, il a demandé à tous les représentants de marques de machines à écrire d'être là. Parce qu'un gendarme, quand il sort de stage, il faut qu'il ait sa machine à écrire. Il y avait Remington, Hermès, La Royale, il y avait toutes sortes de marques de machines. C'est le commandant Bouard qui payait directement les fournisseurs. La fête passée, on est arrivé aux affectations, les brigades. On nous affectait selon notre classement. Si tu étais dans les derniers, tu prenais la place qu'on te donnait d'office. Mais pour les premiers, l'affectation première, c'était Rabat. Et Rabat, tout le monde la voulait. Comme moi, j'étais le meilleur motard à cette époque-là, le fameux commandant Bouard, avec le lieutenant Houdet, responsable des motards, voulait le jour de l'examen avoir le record de la promotion. Et j'ai été le premier à être désigné candidat parce que je faisais les exercices à l'aise. Ils nous chronométraient, le parcours, les 8. Je faisais ça à une vitesse incroyable. Et arrive le jour du passage du permis militaire. C'était le commandant Bouard lui-même qui était examinateur. On était à 20 mètres des motos, on court au pas de gymnastique à l'appel de notre nom, on arrive devant le commandant, on se met au garde à vous, en se présentant et en saluant. Le commandant, avec des yeux froids, nous dit de monter sur la moto. Moi, j'ai fait tourner le moteur, j'ai mis mon clignotant et je pars. J'arrive sur les 8, je slalom. J'ai mis 10, 15 secondes pour faire le parcours. Je suis revenu au point de départ, j'ai posé la moto, j'ai couru vers le commandant et je l'ai salué au garde à vous. Je m'attendais à ce qu'il me félicite. La première de ses paroles, ça a été « candidat au suicide ». Ça m'a glacé. Et il a rajouté « vous repasserez votre permis plus tard, dans 1 mois », alors que j'étais le meilleur motard. Et 1 mois plus tard, j'ai eu mon permis militaire de gendarmerie moto. Le jour des affectations des motards, j'ai eu Rabat comme affectation. J'étais maintenant dans l'escorte du roi Mohamed V. Je me souviens d'un grand jour pour moi. On escortait Sa Majesté qui devait aller à Oujda pour visiter cette province lointaine. Dans le protocole, il devait s'arrêter à Aït Sadden.
à Itchao, au village, pour rendre hommage à notre tribu qui avait eu un passé fabuleux à l'époque de la guerre, entre les Français dans les années 20. Quand on est arrivé, on a offert au roi un cheval, des dattes et du lait. Moi, j'étais là. Quand le roi arrive, on ne reste pas assis sur les motos. On se met debout en tenant le guidon et on ne bouge pas comme si on marquait une minute de silence. Et juste en face de moi, il y avait mon père, l'oncle Ali, Driss et Karda, les 4 frères, les tantes et les personnalités de Haït Sadden. Mon père ne regardait pas le roi Mohamed V. Il me regardait moi. Il était tellement fier. Et moi, je l'ai regardé, je lui ai fait un sourire et j'ai hoché la tête comme si je lui disais « Eh oui, papa. » On peut parler du basket, papa? Ah oui, le basket. Le basket, il faut remonter en 1952-53. J'avais un professeur de sport qui s'appelait Monsieur Lambard. Il était formidable, cet homme. C'est lui qui m'a enseigné le basket pour la première fois. Il avait vu que j'étais le plus grand parmi les élèves. Il m'a mis un ballon de cuir entre les mains, je faisais n'importe quoi au début, je courais comme un diable. On avait un terrain en plein air, c'était du goudron avec des graviers. Quand on tombait, on se relevait avec des égratignures. On a commencé à s'organiser pour faire des matchs contre les autres écoles. C'est comme ça que j'ai débuté dans le basket. Mais en 1954, j'ai arrêté de jouer. J'ai quitté Rabat en 1958 pour Agadir. J'y suis resté 2 ans dans cette ville. Puis j'ai été muté à Tanger en 1962. C'est là que j'ai repris le basket. J'ai signé une licence pour jouer en équipe première en division 1. J'étais grand déjà, c'était une bonne équipe. Elle était composée pour la plupart de policiers, j'y suis resté assez longtemps. Et c'est là que j'ai connu D'Amico, un Américain. Il était arrivé en tant que volontaire pour la paix, parce qu'il ne voulait pas participer à la guerre du Vietnam. Pour tous les jeunes Américains qui ne voulaient pas faire cette guerre, ils ont créé les volontaires pour la paix. Il y avait toutes sortes de disciplines sportives, le basket, l'athlétisme. Et Rudy D'Amico était un joueur de l'université de Seattle. C'est comme ça qu'il est venu au Maroc pour entraîner. Rudy est parti entraîner une équipe de 2e division à Fès. Attends, j'ai oublié une chose. Oui, quand j'étais à Tanger, j'avais un copain qui était vétérinaire. Il est venu me rendre visite. Il avait une Ford décapotable, une grosse Ford comme celle qu'on voit dans les films. Comme il ne connaissait pas la ville, il voulait s'amuser un peu. Il m'a demandé de l'emmener faire la tournée des boîtes. C'était un samedi soir. Nous voilà partis à l'Amsala Garden, le club de tennis. On a commencé à s'amuser, mais lui, il trouvait que le club ne bougeait pas assez. Il avait envie d'aller ailleurs. C'est là que le patron nous a annoncé qu'une personnalité allait arriver, quelqu'un de très connu. L'acteur Anthony Quinn, accompagné de la chanteuse cubaine. Tu sais, celle qui est dans le film de Buena Vista Social Club. Omara Pualtundo. Il était déjà minuit environ. Anthony Quinn, quand il est rentré, a demandé à ce qu'on ferme le club et qu'on serve à boire à tous les gens qui étaient là. On a commencé à boire vers 3h du matin. Quinn commençait déjà à avoir un petit coup dans le nez, quoi. Il y avait un orchestre, il a pris le micro pour fredonner quelques chansons. Et après, ça a été le tour de la chanteuse cubaine. Ouais, ça a été un moment formidable. Et le vétérinaire, lui, qui voulait partir ailleurs, s'en est donné à cœur joie. Vers 4h du matin, Anthony Quinn voulait rentrer. Alors j'ai appelé un taxi, il était descendu à l'hôtel Le Minzen. Il avait une suite avec la chanteuse. Je l'ai mis dans le taxi. Il avait bien arrosé sa soirée. Il est parti et moi, je suis allé me coucher. Et j'ai laissé le vétérinaire. Un jour, le destin a voulu que mon chemin croise celui de ta maman. C'était un après-midi devant le radio-bar, qui se trouvait juste en face de Radio Tanger. J'ai vu arriver mon ami Alaoui, qui était avec une jeune femme. Il me présente donc à ta mère, puis il lui dit que je suis son grand ami. Hassani, commandant de brigade de moto de gendarmerie. Tu sais comment sont les jeunes à cette époque. Moi, je sors une petite carte de visite et je dis à ta maman, si vous avez un problème, vous m'appelez, il y a mon numéro de téléphone. Et voilà. C'était parti. C'était l'amour. C'est comme ça qu'un jour, ta maman m'a proposé de l'accompagner là où elle habitait, 22 rue Cujas, vers le cinéma Goya.
On est arrivé au 3e étage, c'est son père qui a ouvert. Au moment où j'allais rentrer, son père m'a fermé la porte au nez. Je suis parti en me disant que c'était un ours, cet homme-là. Le père a dit à sa fille qu'il ne fallait plus voir ce Marocain, malgré le fait qu'une personne qui travaillait avec lui avait parlé de moi comme quoi j'étais quelqu'un de sérieux, que j'étais gendarme, chef des motards. Mais il n'en a pas tenu compte, parce qu'il était raciste. Je ne savais pas pourquoi ce Français était venu au Maroc. En 1964, j'ai reçu un message des Forces armées royales, les phares. Leur centre sportif me demandait de rejoindre en urgence l'équipe de basket à Rabat, pour la renforcer. Alors j'ai fait ma valise. Ta maman était coiffeuse à Tanger à cette époque-là. Je lui ai dit de rester et de me laisser le temps de préparer son arrivée. Elle me rejoindra plus tard. J'ai pris la route pour Rabat. En arrivant, ils m'ont donné un petit studio simple, une chambre, un salon et une salle de bain. Et j'allais tous les jours au basket. Et comme le club des phares n'avait pas d'entraîneur, je suis allé voir Rudy D'Amico à Fès. Et je lui ai proposé de venir entraîner notre équipe dans ce grand club. Et c'est comme ça que D'Amico est venu à Rabat pour s'occuper de l'équipe, pendant toute la période de son contrat de volontaire de la paix. Et j'ai été chercher ta maman. Et elle est venue vivre à Rabat avec moi. Et le mariage avec maman? Ah, ça c'était le plus beau jour de notre vie à tous les deux. C'était pas énorme, avec pas beaucoup de monde, hein, mais juste ce qu'il fallait. Ça a commencé par la tradition de la gendarmerie. Quand un gendarme se marie avec une étrangère, il fallait faire une enquête approfondie sur la conduite de l'épouse. C'est la gendarmerie de Rabat qui l'a faite et l'a adressée à celle de Tanger. Puis on a fait la demande au consulat de France. Par la suite, il fallait venir à un rendez-vous avec 2 témoins. J'ai choisi, bien sûr, Kourdi et Allal, mes coéquipiers de basket. Nous sommes partis au consulat, le consulat nous a mariés. Après, on est allé au restaurant pour arroser ça. Quelque temps plus tard, après ta naissance, on a fait en même temps le baptême et le mariage religieux. Il y avait toute l'équipe et la famille, mes parents, les oncles et les cousins. C'était une belle fête. Ta maman, la pauvre, était fatiguée. Et puis elle était un peu perdue avec toutes les femmes. Dommage, hein? Personne de sa famille n'était là. Ah oui, ça c'est dommage. Oh, je me souviens comment ça s'est déroulé ta naissance. C'était en hiver, on a cassé une petite croûte, puis j'ai dit à ta maman qu'on allait voir un western au cinéma. Le film, c'était La rivière sans retour, avec Robert Mitchum et Marilyn Monroe. On est parti à pied au cinéma. Elle devait marcher un peu. On a fait au moins plus d'1 kilomètre. Elle était enceinte, ta mère, c'était les derniers mois. En chemin, il y avait un cirque ambulant. On s'est arrêté pour faire quelques jeux. Il a commencé à tomber quelques gouttes de pluie. J'ai pressé ta maman d'aller sous les arcades pour ne pas être mouillée. On est arrivé au cinéma. On commence à regarder le film. Je me tourne vers elle et je vois son visage qui change. Je lui dis « Ça va, Mado ?»« Oui, ça va. On rentre si tu veux. » Non, on voit la fin du film et on rentre. Tu connais ta maman, hein, jusqu'à la dernière seconde. On a fini le film et on est rentré en taxi. Et vers 1h du matin, elle a commencé à avoir des douleurs. Je l'ai aidée à descendre les escaliers. Elle s'est assise sur un petit muret pendant que moi je suis allé plus loin sur la route principale pour trouver un taxi. Le taxi est arrivé, on l'a pris et direction la maternité. En sortant du taxi, j'ai pris ta maman dans mes bras et j'ai frappé à la porte d'entrée. Il y a une femme qui m'a ouvert en me demandant c'était à quel sujet. Je lui ai répondu, vous voyez bien que le sujet, il est là en montrant ta maman dans mes bras. Ouvrez vite, allez chercher un chariot, ma femme est en train d'accoucher. Elle nous a fait rentrer, les infirmières sont arrivées et elles se sont occupées de ta maman. J'ai attendu et je suis rentré vers 3h du matin. Vers 7h30, je suis reparti à la maternité pour voir où en était ta maman. C'est là, quand je suis arrivé dans la chambre, elle parlait pas. Elle m'a montré du doigt le berceau à côté d'elle. J'ai ouvert la petite couverture. Alors là, c'était le paradis. Un petit garçon, je te dis pas comment j'ai sauté de joie. Tout de suite, je suis sorti vite fait, j'ai été chercher des fleurs, je me rappelle plus si c'était 7, 8 ou 12 roses. Avant de revenir, je suis passé à la pharmacie qui se trouvait en bas de chez nous.
La patronne demandait toujours des nouvelles de ta maman. Je lui ai dit, ça y est, c'est un petit garçon. Tout le monde était content, la patronne m'a fait un cadeau, une brosse à cheveux souple pour bébé. Ça, c'est pour ses cheveux, m'a-t-elle dit. Mais je lui ai répondu que tu n'avais pas de cheveux. Elle m'a souri en disant que ça allait pousser. J'ai trouvé ça formidable. J'ai pas attendu pour fêter ta naissance. Avec mes amis Halal et Kourdi, on a fait la tournée des bars le soir même. Tous les trois, on était connus comme le loup blanc. On jouait tous les trois dans l'équipe des phares. On a commencé au quartier de l'Océan chez Madame Escobar. Le bar, c'était comme un bar de cow-boy. Elle-même s'habillait en cow-boy. Bottes, ceinture, chapeau. Pour rentrer dans le bar, t'avais des portes de saloon. On est parti au centre-ville, dans une boîte qu'on connaissait. Les verres de whisky arrivaient de partout. En sortant vers 4 heures du matin, on arrachait les essuie-glaces des voitures. On prenait les voitures, les 2 chevaux, on les mettait en travers de la route. C'était la révolution. Et le lendemain matin, c'était l'entraînement à 7 heures. On était tous les trois, les vapeurs d'alcool, ça sentait à 10 mètres. On a fait notre footing, 30 km, mais à mi-chemin, on s'est arrêté pour vomir. On est arrivé pour le travail technique, j'ai vomi sur le terrain. On était épuisés. Et D'Amico nous a autorisés à aller nous reposer tous les trois. Puis j'ai pris quelques jours. J'avais le droit. Ça m'a fait du bien. C'est là que j'ai appelé mon frère Omar pour lui annoncer la nouvelle. Tu parles. Toute la famille est venue. Mon père, ma mère, ma sœur, Fatima, même l'oncle Cardin. Ils ont sacrifié un mouton. Ils voulaient faire quelque chose. Et c'est là que je t'ai donné le prénom de Nordine. Parce que je l'avais promis à quelqu'un. Il y a longtemps. Voilà. À cette époque, je continuais à jouer au club des phares au basket. Encore avec Rudy comme entraîneur. C'est lui qui nous a fait voir des films Super 8 sur le basket américain. Il n'y avait pas de noirs à l'époque dans les équipes américaines, sauf exception. Il n'autorisait que 2 noirs par équipe de blancs. C'était la guerre raciale. Et une fois, le club était engagé pour une coupe européenne, parce que le Maroc, à l'époque, pouvait participer au tournoi européen. On a joué le match aller à Casablanca à la foire des expositions qui était transformée cette année-là pour le basket. Ils avaient installé des tribunes, le terrain était en goudron rouge. C'était un match d'anthologie, incroyable, qui est resté dans l'histoire. On jouait contre l'Italie. Les Malabars italiens faisaient 2,02 m de moyenne. Le 5 majeur était immense. On a tenu les Italiens en échec. On a fait un score très élevé. On a été battu, si mes souvenirs sont bons, 98 à 94. À la fin, on a perdu de 4 points. On a reçu les Italiens comme des rois. On leur a offert des cadeaux, des portefeuilles en cuir. Tu vois l'artisanat marocain, quoi. Avant de partir, ils nous avaient conseillé d'amener pour le match retour des souvenirs, des choses qu'on ne trouve pas en Italie pour les vendre. Eux s'occupaient de la vente. C'était en 1965, puisque les phares avaient été champions du Maroc en 64. Effectivement, quand on est arrivé à Varèse en Italie, il y avait des gens qui étaient là. On leur signait des autographes et en même temps, on faisait la vente des objets qu'on avait amenés. On a tout vendu. Et avec cet argent-là, on a acheté des souvenirs. Parce que nous, on n'avait rien. On était limités. Le club ne nous donnait pas d'argent. On a perdu le match retour. Le voyage avait été pénible. Ils nous ont écrabouillés. On a pris 50 points. On était morts. Le voyage, la fatigue, c'était impossible de gagner. Puis on est parti avec l'équipe de basket pour un tournoi international à Damas, en Syrie. Il y avait de grosses équipes. On a pris une raclée chaque soir. On perdait de 30 ou 40 points par match. Quand on est arrivé, on nous a installés dans une école avec toutes les délégations, y compris celle d'André Buffière, avec Alain Gilles, l'équipe de France, quoi. Par contre, l'équipe de France venait avec leur avion personnel et leur cuistot. La nourriture vient même de France, tandis que nous, on était à la soupe populaire. Les chefs de délégation étaient par contre logés dans une suite à l'hôtel Sherazade, le meilleur hôtel de Damas. Après chaque match, comme on perdait, on était puni par le chef de délégation, qui était notre officier supérieur. Lui, il était à l'hôtel. Il vivait la belle vie. Nous, on était punis, interdits de sortir. Chaque jour qui passait pour nous était le même. On jouait, le lendemain, punition. Un jour, j'en ai eu marre. J'ai dit à Allah et Kourdi que ça suffisait. On était venus à Damas, on ne voyait rien de la ville.
Et on dit que c'est l'une des plus belles villes au monde. Et on doit rester dans cette école. Bref, on a décidé de sortir. C'est normal, hein. Les joueurs de l'équipe de France sortaient tous les soirs dans une boîte qui s'appelait le 400. On s'est habillés, costume et tout. On a pris un taxi, direction le club. On est arrivé, il y avait les joueurs de l'équipe de France. Il y avait de la musique, des filles syriennes dansaient sur la piste de danse. Puis je me suis approché des joueurs de l'équipe de France et j'ai commencé à discuter avec eux. Et à la fin, on s'est mis à danser tous ensemble. On est revenu de Syrie, j'ai ramené des cadeaux pour ta maman, un tissu, un petit Coran en or, une boîte à cigarettes sculptée. Et on a repris le basket. À Damas, comme je te le disais, j'avais discuté avec les joueurs de l'équipe de France qui m'avaient conseillé de venir en France pour jouer. Pour eux, j'avais le niveau, donc j'ai suivi leurs conseils. Ton oncle Jackie, le frère de ta maman, habitait Le Mans, en France. Il était venu à Tanger en vacances. Il a contacté le club du Mans, je lui ai envoyé des photos, et il a tenu parole. La gendarmerie, à la fin de mon contrat, m'a demandé de signer de nouveau pour 5 ans. Ça m'aurait fait 14 ans de service. Moi, au départ, je comptais aller jusqu'au bout dans la gendarmerie. Mais il y avait cette occasion qui arrivait. Alors j'ai fait mon choix. J'ai démissionné, j'ai dit au revoir aux joueurs. Bon, même pas un pot d'adieu, rien, venant de la brigade. Quand je suis arrivé en France, c'était l'hiver. Il faisait froid. Il y avait 10 centimètres de neige. J'étais habillé léger avec mes petites bottines noires. J'ai pensé que j'avais laissé mon pays avec 30 degrés pour 10 centimètres de neige. J'étais à Orly et à la douane, les CRS m'ont gardé pendant 4 heures parce qu'ils me demandaient mon billet de retour. Moi, avec mon livret d'état civil, mon livret militaire, ça leur suffisait pas. Il fallait le billet de retour. Et ça a duré. Il y a eu la relève des CRS, même chose. Ils voulaient ce billet. Au bout d'un moment, ils ont discuté entre eux et finalement, ils m'ont laissé partir en me disant « Allez, dégage !» Tu te rends compte de l'accueil ? Je me suis dit que je m'en souviendrai de la France. Le frère de ta mère m'attendait. On est rentré au Mans vers 3 heures du matin. Le lendemain, j'ai fait un essai avec le club du Mans. J'étais trop âgé pour eux, 26 ans, tu te rends compte ? Trop âgé à 26 ans. Il y avait un pivot de l'équipe du Mans qui m'a dit que de temps en temps, il allait dans un club pour le renforcer. C'était le club de basket de Fleury-les-Aubrais, le CJF. J'ai pris le train et je suis arrivé à Fleury. Il y avait le président du club qui m'attendait dans sa 2 chevaux. Je m'en souviendrai toujours. Il m'a amené dans un hôtel 2 étoiles. J'ai mangé avec lui au restaurant. J'ai fait un match amical le soir même. C'est bon, je faisais l'affaire. Une fois qu'on s'est mis d'accord, je vous ai fait venir, ta maman et toi, du Maroc. Ils nous ont donné un logement à la cité Lamballe. On est resté longtemps. Monsieur Berton, le président du club, m'avait proposé de prendre la nationalité française. Comme ça, en tant que gendarme marocain, je pouvais intégrer la gendarmerie française. Et moi, j'ai refusé. Il n'était pas question que je devienne français. Bon, c'était sûrement une bêtise que je faisais. C'était rien, juste un morceau de papier. Peut-être que ma vie aurait été différente. Bon, c'est comme ça, hein. J'ai quitté un jour le Maroc pour venir en France. Je devais signer comme sportif pour 5 ans. Et je voulais retourner après au Maroc. Mais je suis resté. Pour moi, le Maroc, je pense que c'est fini. Avec la santé moyenne, c'est comme ça, le destin. Il y a des personnes dans la vie qui ne peuvent pas prévoir leur avenir. Les mois sont passés, les années. Je ne regrette pas mon départ du Maroc, loin de là. J'ai vadrouillé un peu partout, j'ai été dans plusieurs clubs de basket, j'ai joué dans l'équipe de Saran, près de Fleury-les-Aubrais. J'y suis resté longtemps. T'as même joué avec moi, tu te souviens ? À nous deux, on faisait le score du match. Mais malheureusement, tout a une fin. C'est bien fini tout ça. Je tenais à raconter mon histoire. J'ai pas parlé des échecs, des maladies. Il y en a eu, mais on est toujours là, hein, ma femme et moi. Ça fait partie de l'histoire, voilà, quoi. Papa. La lune est large et pâle. La lune est large et pâle. Ça, c'est le collège d'Azur. Ah ben j'ai écrit ça. Tu te rends compte ? J'ai quitté ce Ah ça c'est le collège d'Azur ça. On était, tu te rends compte encore ? J'ai quitté Azur en 53. 53 à nos jours.
Il a 67 ans. Et je me rappelle toujours ce, de ce passage. Je l'ai écrit à Fatima. Tu l'as vu, vous? Je lui ai envoyé Pascal Jour, il m'a envoyé la lune, en gros. Et je lui ai écrit la lune est large. Non, non, j'ai commencé par la grande, pleine et blanche, immobile et sans moi. C'est comme ça. Arrive, la- une fois que tu as fini, la lune est large et semble sur la terre, on dirait qu'elle a froid dans son grand ciel austère. De son mort, regarde le parcours la terre. Elle se parcourt la terre, la lune. Attendant jusqu'au jour la nuit qui ne vint pas. C'est fini? Ah oui, mon fils, c'est fini. Voilà. Merci, papa.